toi, Anne-Laure, tu nous accompagnes sur notre développement professionnel. Et du coup, un des grands challenges, je pense, de la transition numérique, c'est cette peur qu'on peut avoir par rapport au changement. Peur de savoir, est-ce qu'on sera encore là dans 10 ans, 20 ans. Bon, Christophe nous a rassurés, on sera encore là, mais on va se réinventer. Mais du coup, comment est-ce qu'on vainc cette peur d'aller de l'avant et aussi vers l'inconnu au final? Oui, je suis d'accord avec toi que vraiment, face à toutes ces injonctions, ces mises en garde, en préparant ici ce colloque, je regardais mon fil LinkedIn, évidemment, je suis l'incubateur, et je trouvais qu'il y avait moyen de quand même bien s'angoisser. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de paralysant aussi, parce que l'avocat, au contraire des startups du digital, ne peut pas se permettre d'être dans l'expérimentation. Vous connaissez le fameux fail fast and learn quickly. Dans le digital, c'est pas grave, on se plante, on recommence. Non, l'avocat, il gère, il sait, il donne le change, donc il peut pas se permettre d'erreur. Donc il y a quelque chose d'hyper paralysant là-dedans et de stressant. Et comme on le sait, les avocats n'ont pas du tout d'autre stress dans la vie. Hein, ils ont que ça à penser, ils sont pas du tout paniqués par d'autres choses. Donc c'est vrai que, voilà, en plus on a parlé de révolution du paradigme à plusieurs niveaux, ça va de la communication au marketing à une refonte plus fondamentale du business model. Alors moi je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de se dire, allez, on y va avec curiosité et confiance. Curiosité, pourquoi? Parce que je pense que de toute façon, c'est toujours bien de faire évoluer son activité. Voilà, l'immobilisme et l'inertie n'est jamais bonne à personne. La confiance, pourquoi? Parce que vous en êtes la preuve vivante. Les avocats, ils vont y aller ensemble. C'est une transition qu'ils vont faire ensemble et pas chacun de leur côté. Et au niveau du mindset, de l'état d'esprit, voilà, avocat, c'est pas un métier comme un autre. Hein, on est auxiliaire de justice, on défend les justiciables avec les armes du droit. Donc, on n'est pas non plus, c'est pas un business comme un autre. Mais en même temps, les besoins des clients et les clients changent. Donc, voilà, là, on a quand même une invitation à se remettre en question dans une certaine mesure. Il y a un peu une tension là-dedans, tout en sachant qu'on est différent d'un autre métier. Alors, je trouve que l'idée, c'est d'être très sérieux, mais de ne pas trop se prendre au sérieux quand même, dans le sens de accepter la remise en question et d'être dans une culture où eh bien, on valorise les idées nouvelles, les propositions. Alors pas se précipiter, changer pour changer, pas les gadgets, parce que là vous allez vous essouffler, ça va servir à rien, mais vraiment laisser émerger dans votre cabinet la culture de oui, on a envie de mieux servir nos clients, et donc les propositions sont les bienvenues. Faites attention aux habitudes un petit peu ampoulées qu'on peut avoir. Hein. J'avais justement un de ses clients, un client avocat liégeois qui ne pouvait pas s'empêcher à chaque fois qu'il écrivait un avis d'écrire une demi-thèse de doctorat. Voilà, c'est représentatif un petit peu de parfois les sillons dans lesquels on est, et pouvoir un petit peu sortir de là. Et puis, comme Lionel le dit, surtout engager des gens qui sont différents de vous. Ne vous entourez pas de clones de vous-même, et essayez d'avoir autour de vous des gens qui vont avoir un regard neuf et différent sur votre activité. Je me rappelle que mon précédent patron au barreau me disait « Ah, tu me fais penser à moi au même âge ». Je pense que c'était très mauvais pour l'innovation au sein du cabinet. Et donc, aussi, une manière de vaincre la peur, ce serait pas de faire un tout petit pas? Commencer par un tout petit step. Le tout petit pas, oui, en coaching, on dit le plus petit pas que tu peux faire dans cette direction. Pourquoi pas, oui, quand c'est juste, en fait. Hein, si on a peur de l'échec, on essaie de faire un tout petit pas, comme ça on se dit, ouais. Le risque d'échec est vraiment minime, donc au mieux on a une petite victoire, mais du coup ça va entraîner le petit pas suivant, et ainsi de suite. Encore une fois, il faut que ça fasse du sens. Et donc, pour moi, vraiment, la dynamique, c'est de... et là, on avait parlé de ta deuxième question aussi. On avait discuté ensemble quelle valeur un avocat doit garder pour survivre. Oui, surtout dans le futur. Quelles sont en fait les compétences qu'on doit finalement, en tant qu'avocat, développer pour encore être là demain? Parce qu'on parle aussi très souvent de tout ce qui est soft skills.
Donc tout ce qui, enfin voilà, il y a les connaissances vraiment purement juridiques, mais il y a aussi toutes les compétences. On a parlé d'intelligence collective, mais on peut aussi parler d'intelligence émotionnelle. Mais selon toi, qu'est-ce qu'on doit développer justement comme compétences? Oui, mais là, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Vous le savez tous autant que moi. Il y a l'intelligence analytique, mais il y a aussi l'intelligence organisationnelle. Comment je fais fonctionner un cabinet convenablement, comment je suis plus efficient, qu'est-ce que je mets en place pour mieux servir mon client. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Qu'est-ce qu'on doit développer pour y arriver? C'est une compétence que les avocats ont quand même déjà souvent, mais c'est l'organisation et c'est la capacité de remettre en question ce qu'on faisait déjà, c'est-à-dire ah oui, mais on a toujours fait ça. Exemple, j'écris une lettre, je la scanne, je l'envoie par email, je caricature. Mais voilà, on pourrait se dire ben non, ça passe à la trappe. Il y a plein de pans, donc ça c'est un type d'intelligence. Il y a le type d'intelligence en effet relationnelle, émotionnelle, qui va servir tant avec les clients qu'avec les collaborateurs, et elle a toute son importance à côté de l'intelligence analytique qui va peut-être être un petit peu remplacée par l'intelligence artificielle un jour, mais ça n'est jamais qu'un pan. Et puis il y a toute l'intelligence visionnaire de l'entrepreneur qui se projette et qui est capable vraiment de mettre son client au centre de son activité et qui est capable d'aller chercher du feedback, d'aller lui demander mais en fait comment est-ce que je peux mieux vous servir, vraiment se décentrer, arrêter de se regarder le nombril et se dire mais qui je sers et comment et pourquoi, et donc vraiment d'aller au contact de ce client tout le temps. Le tout, je pense, et on revient quand même aussi aux soft skills, avec des valeurs humanistes là derrière, hein, parce que c'est ça qui va vous différencier des robots aussi, ce sont les humains que vous êtes, avec les valeurs qui vous animent et ce qui porte votre activité, qui va vous rendre unique et qui va faire que vous allez avoir un contact tout à fait privilégié avec certains de vos clients, voilà, qui viendront chez vous pour ça aussi. Donc voilà, ce genre de choses, je pense, seront pérennes. C'est hyper intéressant ce que tu dis avec on doit quand même se décentrer et finalement se mettre à la place du client, ouais. Parce que ça rejoint hyper fort ce qu'on a dit depuis le début, ça rejoint aussi ce qu'on a dit, peut-être voilà, canaliser l'ego pour justement se mettre plutôt à la place du client. Ça, je pense que oui, c'est pas toujours hyper naturel en fait comme démarche, mais du coup pour revenir un peu à la carrière de l'avocat, aujourd'hui, puisque toi tu accompagnes aussi les avocats à se poser les bonnes questions, à prendre les bonnes décisions, mais aussi justement peut-être à se projeter dans le futur, si aujourd'hui on se pose un peu des questions par rapport au numérique, par rapport à tous ces changements, par rapport aussi peut-être à la place qu'on a dans un cabinet, etc., quelles seraient selon toi les bonnes questions à se poser et aussi pour être sûr qu'on avance soi-même vers quelque chose qui nous parle et qui va dans la bonne direction pour nous? Ça, pour moi, la question, elle est toujours la même, quel que soit le thème qui nous questionne. C'est vraiment revenir à son pourquoi, à sa mission. Pourquoi est-ce qu'on fait ce métier, qui on veut servir, comment, et pour faire quelle différence finalement, qu'on soit un avocat d'affaires ou un avocat de quartier, j'ai envie de dire, c'est quelle différence j'ai envie de faire dans la vie des gens dont je vais croiser la route. Et je pense qu'à partir de là, voilà, les priorités, elles coulent de source, l'énergie aussi, et on est en paix avec ses choix. Et voilà, je trouve que tu as un bon exemple, par exemple, quand on voit toute l'énergie que tu arrives à mobiliser, y a une mission derrière, il y a l'envie de non seulement t'aider toi-même et tes clients, mais aussi aider tes confrères. Bon. Et donc, c'est une moi, je suis un peu à part, hein, parce que moi, je travaille toute seule, donc c'est plus facile de gérer avec moi-même. Mais oui, quand tu dis, voilà, il faut être aligné avec soi-même et tout, mais par exemple, bon, voilà, moi, j'ai quitté les cabinets parce que mon pourquoi, on va dire, n'était pas en phase avec... Enfin, voilà, j'ai peut-être pas trouvé le cabinet dans lequel mon pourquoi pourrait s'épanouir, on va dire. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait en tant qu'avocat perso, justement dans un cabinet, et aussi peut-être qu'est-ce qu'on peut amener dans le cabinet pour essayer justement de faire coller les pourquoi de l'équipe avec le pourquoi du cabinet. Est-ce que ça doit être aligné de base? Est-ce qu'il y a moyen de jongler un peu avec ça? Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Là, je pense que c'est une question que toutes les organisations se posent, et on a une grande...
il y a une grande perte d'énergie et de sens dans plein d'organisations, dont certains vont dire que ça mène au burn-out, etc. C'est pas propre au cabinet d'avocats, mais peut-être que les cabinets d'avocats mettent encore moins de mots que les autres là-dessus, parce que tout le monde est expert et qu'on ne s'occupe pas de ce genre de choses, de l'aspect humain, de l'aspect collaboratif, de l'aspect de qu'est-ce qu'on fait ensemble. On n'en parle pas, on dit tu prends le dossier et tu le fais et puis c'est tout. Donc avec une petite évaluation de temps en temps, voilà, qui est souvent assez sommaire. Donc on ne parle pas de ces choses et c'est vrai que probablement... On gagnerait à en parler, quoi. Ben oui, pourquoi pas. Et les jeunes, certainement, vont amener ce besoin de plus en plus parce que, voilà, j'ai l'impression que le besoin, il a toujours été là, mais il se fait peut-être un peu plus sentir qu'avant. Donc, ouais. Et alors, du coup, dernière question, mais on dit toujours last but not least. Est-ce que tu vois aussi dans le numérique une opportunité de réconcilier cette espèce d'équilibre inatteignable peut-être, mais chacun a un peu son équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Est-ce que pour toi c'est une opportunité ou est-ce que justement avec le numérique on va libérer du temps mais du coup on va travailler plus? Enfin voilà, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Ça c'est un peu la quadrature du cercle parce que j'ai jamais rencontré un avocat qui m'a dit qu'il avait trouvé un équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est assez terrible, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez lu... Parce qu'on adore notre job. Alors, on travaille beaucoup. Oui, c'est ça. Et il y a eu une étude qui a été commandée par l'Ordre français du barreau de Bruxelles qui, selon laquelle 1/5 des avocats déclaraient travailler près de 80 heures semaine, ce qui est quand même assez inhumain. Alors, là où je vois quand même certaines opportunités, probablement avec le numérique, j'en ai nommé quelques-unes. Je pense qu'il y a, mais c'est pas que le numérique, mais c'est aussi l'état d'esprit. Il y a quand même beaucoup de gaspillage, beaucoup de perte de temps, beaucoup de perte de ressources et d'énergie dans une journée d'avocat. Et je suis sûre qu'il y a moyen, si on s'attache à vraiment faire une analyse pointue de ça, de gagner du temps. Alors, dans la mesure de ces moyens, parce qu'il y a aussi toute une série de pertes de temps qui sont dues au manque de moyens de la justice. Mais malgré tout, je pense que souvent on réinvente la roue et donc il y a des questions de partage d'informations, mais aussi d'organisation. L'intelligence artificielle, ça n'a pas que du mauvais parce que j'imagine que ça va quand même permettre de faire des recherches plus rapidement et de se concentrer sur des activités avec plus de valeur ajoutée malgré tout. Donc là, je pense qu'au niveau de l'équilibre et en tout cas de l'énergie qu'on aura à la fin de la journée sera moins abrutissant. Et alors, des réunions, des conférences, des consultations, pourquoi pas les faire, moi je prends mon exemple par Skype ou par vidéoconférence ou faire des webinaires et des choses comme ça. Ça, c'est à votre portée. Toi, tu utilises les vidéos, etc. Ça remplace un peu ton networking. Ça te fait gagner du temps. Et alors, moi je donne un exemple très très concret d'une de mes clientes. Elle est fiscaliste. Et elle appelle ça travailler à flux tendu. Donc en fait, elle a sa tablette toujours avec elle et chaque fois qu'elle rencontre un client, elle essaye d'avancer avec le client et donc de déjà co-créer avec le client un maximum pendant qu'il est là pour essayer de sortir de la logique dans laquelle les avocats se trouvent, au contraire des médecins, souvent, c'est que l'avocat il commence à travailler quand son client est parti. Tandis que le client, quand le client est parti, c'est fini. Le médecin, quand le client est parti, c'est fini. Et donc, essayer de plus proposer à ses clients de travailler ensemble et je pense que tout le monde va y gagner et peut-être vous, vous allez plus vous concentrer une fois sur les choses et peut-être gagner en efficacité. Donc voilà, c'est quelques pistes que je vois, mais il y a un asservissement aussi lié à au numérique. Donc voilà, c'est une réflexion qui n'est pas terminée. Le problème va se reporter sur autre chose. Ok, écoutez, merci beaucoup à tous. Vraiment, j'étais hyper ravie de vous avoir ici aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé énormément aussi, à vous qui étiez dans la salle. Mais je propose qu'on applaudisse les orateurs parce qu'ils ont fait ça avec grand plaisir.